Relire un grand livre, c'est retrouver sa propre vie à un autre degré de lucidité. Le texte n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Et, avec des yeux neufs, la même histoire vous rend des leçons qui, autrefois, ne pouvaient tout simplement pas apparaître. Je reviens toujours à Don Quichotte avec une sorte de pudeur. Comme si j'allais rire de quelqu'un qui, au fond, me connaît. Parce que c'est facile, trop facile, de traiter le chevalier de la Manche comme une figure comique, un délire ambulant, un homme ridicule courant après des fantaisies. Mais l'âge adulte apprend une chose inconfortable, le ridicule n'est pas toujours du côté de l'illusion. Parfois, il est du côté d'un réalisme qui a déjà renoncé. Et Cervantes, avec un calme presque cruel, nous place entre ces deux ridicules, celui du rêve hors saison, et celui de la lucidité sans espérance. La question que je voudrais porter aujourd'hui, sans me presser, est la suivante: à quel moment de la vie commence-t-on à préférer avoir raison plutôt que d'être vivant? Parce qu'il existe une forme de correction qui tue. Une forme de bon sens qui devient asphyxiante. Une forme de pragmatisme qui, par peur de souffrir, refuse tout ce qui ne se prouve pas. Et l'adulte reconnaît cela, non pas comme une théorie, mais comme une habitude. À un moment donné, on apprend à se protéger. On apprend à se moquer de l'enthousiasme. On apprend à se méfier de l'idéal. On apprend à qualifier des « infantiles » ce qui, en vérité, n'est que risqué. Et voilà qu'apparaît un homme vieux, maigre, d'un village de la Manche, lisant des romans de chevalerie jusqu'à perdre pied. Il décide de devenir chevalier errant. Il décide de sauver le monde. Il décide de réparer les injustices. Il décide d'aimer une dame qu'il invente à partir d'une simple paysanne. Il décide d'appeler un âne destin. Et le monde, évidemment, répond par le rire, les coups, l'humiliation, la pitié. Sauf que Cervantes n'écrit pas pour qu'on rie et qu'on referme le livre, satisfait. Il écrit pour qu'on rie, puis qu'on se rende compte que ce rire a un goût étrange. Car le ridicule de Don Quichotte touche une question qu'on évite, sans un certain degré d'illusion: comment est-il possible de supporter la vie? Et c'est là la raison pour laquelle relire ce roman n'a pas la même portée à chaque âge. Quand on est plus jeune, on lit souvent Don Quichotte comme un livre de délire et d'aventure. Quand on est adulte, il devient un livre sur autre chose, sur la lutte entre imagination et survie, entre le monde tel qu'il est, et le monde dont on a besoin pour ne pas se réduire intérieurement. Cervantes publie la première partie en 1605, et la seconde en 1615, à Madrid. Ce n'est pas un détail anodin. Ce sont des années où l'Espagne vit une tension entre gloire et décadence, entre grandeur impériale et usure. Un temps où les promesses héroïques ne tiennent plus avec la même force. Don Quichotte, comme figure, né de cette fissure, c'est un homme tardif, qui veut habiter un genre littéraire déjà passé. Et c'est profondément moderne. Car être moderne, souvent, c'est vivre en décalage, avec des désirs de grandeur dans un monde qui n'offre que de petites tâches, avec une fin de sens dans un monde qui n'offre que des procédures. Et si ce roman inaugure quelque chose comme le roman moderne, c'est peut-être parce qu'il inaugure cette conscience divisée, la conscience qui sait qu'elle invente et qui, malgré tout, invente, qui sait que le monde ne confirme pas et qui, malgré tout, tente, qui sait qu'elle va tomber et qui, malgré tout, se relève. Avant d'aller plus loin, un mot, simplement, sur le contexte humain et intellectuel de l'œuvre. Je ne vais pas transformer cela en cours d'histoire littéraire. L'essentiel tient en peu de choses. Cervantes écrit à un moment où les romans de chevalerie sont populaires, mais commencent déjà à sembler excessifs, répétitifs, presque caricaturaux. Il connaît la puissance de ses récits, il donnait forme à un désir ancien, le désir d'héroïsme, d'honneur, d'aventure, de réparation du monde. Et en même temps, il voit le ridicule que ce désir peut devenir lorsque la réalité ne supporte plus le costume. Alors il fait quelque chose de génial et de dangereux. Il crée un personnage qui prend au sérieux ce que le monde ne prend plus au sérieux. Et, ce faisant, il ne détruit pas seulement un genre, il révèle un problème humain permanent. Nous avons besoin de récits pour vivre, mais ces récits peuvent aussi nous trahir. Le problème humain central de Don Quichotte pourrait se dire ainsi. Que se passe-t-il pour quelqu'un lorsque l'imagination devient la dernière défense contre le désenchantement? Et, avec cela, que se passe-t-il lorsqu'un monde s'acharne à appeler « folie » ce qui, au fond, n'est qu'une manière de résister à la médiocrité? Le lien entre ce livre et l'expérience adulte est direct.
L'adulte sait ce que c'est que perdre un idéal. Il sait ce que c'est qu'ajuster ses rêves au budget. Il sait ce que c'est que réduire ses désirs à des obligations. Il sait ce que c'est que être raisonnable jusqu'au point où la raison devient une élégante manière d'abandonner. Et voilà Don Quichotte qui arrive, et qui nous oblige à demander si notre lucidité est du courage, ou simplement de la fatigue. Maintenant, entrons dans le cœur de la lecture. Et ici, j'aimerais suivre l'esprit d'une approche à la Harold Bloom, les grands personnages ne sont pas des messages. Ce sont des forces psychologiques qui nous forment parce qu'elles nous traversent. Don Quichotte n'est pas seulement un fou amusant. Il est une force d'imagination, une force d'interprétation, une force de langage. Il regarde le monde et le réécrit. Et cette réécriture n'est pas seulement une erreur, c'est un projet. Une tentative de rendre au monde un sens qu'il a perdu. Alonso Quijano, l'homme avant le chevalier, est quelqu'un qui se dissout dans les livres. Mais se dissoudre, ici, ce n'est pas seulement perdre la raison. C'est aussi perdre le confort du réel ordinaire. Il lit tant que la vie commune devient trop petite. Et cela peut se lire de deux manières, comme pathologie et comme symptôme. Symptôme de quoi? D'un mal ancien, toujours actuel, la vie paraît insuffisante lorsque le cœur, lui, veut encore de la grandeur. Alors il se fabrique une identité, Don Quichotte de la Manche. Il se donne un nom, une mission, un code moral, une esthétique. Il ne fait pas que sombrer dans la folie, il se réinvente. Le roman moderne n'est là, non dans l'aventure extérieure, mais dans la fabrication intérieure du moi. Un homme invente un personnage pour habiter le monde. Et le monde répond par la violence. Aujourd'hui, cela semble presque évident, nous vivons entourés d'identités fabriquées, de performances, de personnages sociaux, de versions de soi. Mais Cervantes le fait avec une profondeur étrange, Don Quichotte n'invente pas pour manipuler les autres. Il invente pour survivre spirituellement. Et cela change tout. Ici, Northrop Frye aide à voir la structure. Don Quichotte joue avec le romance, au sens de récit héroïque, idéalisant, et avec elle, ironie, au sens d'un héros inférieur aux forces du monde, tourné en dérision. Le chevalier veut vivre en mode élevé, mais il vit en mode bas. Cette friction est le moteur. Et cette friction produit quelque chose que l'âge adulte reconnaît, la comédie peut être le masque de la tragédie. Car qu'est-ce que Don Quichotte, au fond? Un vieil homme qui se fait battre? Oui, en surface. Mais c'est aussi un homme qui insiste, la justice compte, l'honneur compte, la beauté compte, dans un monde qui répond par un pragmatisme brut. Rire de cela est facile. Le difficile, c'est d'admettre que nous aussi, bien souvent, nous avons été cet homme. Pas avec une armure, non. Mais avec une croyance intime ridiculisée. Et puis arrive Sancho Panza. Sancho est, pour moi, l'une des grandes inventions psychologiques de la littérature. Il n'est pas seulement l'écuyer drôle. Il est la force de la terre, la faim, le sommeil, l'argent, la peur, le confort, la prudence. Mais il n'est pas que cela. Il est aussi désir d'ascension, rêve d'une île, ambition modeste et légitime. Sancho est l'homme ordinaire qui accepte d'entrer dans le délire parce que le délire offre quelque chose, une promesse, une aventure, une rupture avec la routine. Et c'est, aussi, très moderne. On n'y croit pas complètement, mais on y va quand même. On y va par espoir de gain, par curiosité, par besoin de sortir de sa propre vie. Bloom dirait qu'un grand personnage n'est jamais un symbole fixe, il bouge, il grandit, il se contamine. Et c'est exactement ce qui arrive dans le duo. Don Quichotte se sanchifie, Sancho se quichotise. Quichotte apprend parfois à voir le réel. Sancho apprend parfois à désirer l'idéal. Chacun tire l'autre vers une zone intermédiaire où aucun des deux ne reste pur. Et cette zone, c'est le lieu adulte, le lieu où l'on ne peut être seulement idéaliste, ni seulement réaliste, sans payer un prix. Si je fais entrer ici Erich Fromm, c'est pour éclairer une tension sans forcer le texte. Fromm insiste sur le fait que l'être humain a peur de la liberté et cherche des échappatoires, soumission, conformisme, destructivité. Don Quichotte est, d'une certaine façon, quelqu'un qui fuit une liberté vide, la liberté d'un homme retraité, sans mission, sans projet, et qui crée une liberté avec une forme, la liberté de servir un idéal.
Il choisit une servitude. Et c'est ambigu, cela peut être une fuite, cela peut être une vocation. Cela peut être folie, cela peut être nécessité humaine de sens. La grande littérature vit dans cette ambiguïté. Et Sancho, lui? Sancho veut la sécurité. Il veut l'île. Il veut la récompense. Il veut la stabilité qu'il n'a jamais eue. Il accepte l'aventure comme un pari. Et, avec le temps, il comprend qu'elle le forme, lui aussi. L'âge adulte fait cela, on entre dans des choix pour des raisons pragmatiques, puis on découvre qu'on est en train de changer, au-dedans. Une clé essentielle de Don Quichotte, c'est que ce n'est pas seulement un livre d'aventure. C'est un livre sur notre manière d'interpréter. Don Quichotte regarde des moulins et voit des géants. Il regarde des auberges et voit des châteaux. Il regarde des paysannes et voit des dames. C'est une erreur, bien sûr. Mais c'est aussi une question, qu'est-ce que le monde sans interprétation? Le réel pur, sans récit, est-il supportable? Camus dirait que l'absurde n'est quand notre soif de sens rencontre le silence du monde. Don Quichotte essaie de résoudre ce silence par l'imagination. Il ne supporte pas la nudité du réel. Et, d'une certaine manière, personne ne la supporte totalement. En général, l'adulte apprend à réduire l'interprétation pour ne pas se blesser. Il apprend à appeler tout juste ça. Un travail, c'est juste un travail. Un amour, c'est juste de la chimie. Une perte, c'est juste une part de la vie. Il y a de la vérité là-dedans. Mais il y a aussi un appauvrissement. Et Cervantes demande, quand le réalisme devient appauvrissement, est-ce encore une vertu? En même temps, Cervantes ne nous laisse pas idéaliser Don Quichotte. Car l'imagination quichotesque produit une souffrance réelle. Il se fait battre. Il met d'autres personnes en danger. Il désorganise des vies. Il s'obstine dans des codes qui ne tiennent pas. Le roman n'est pas une propagande du délire, c'est une enquête sur le coup de toute interprétation. L'imagination sauve, et l'imagination détruit. Et c'est là qu'intervient l'un des moments les plus significatifs, l'autodafé des livres. Les amis du gentilhomme et le curé décident de le guérir en supprimant la cause, les romans de chevalerie. On peut lire la scène comme une comédie, une censure domestique. Mais on peut aussi la lire comme un symbole éternel. Quand le monde ne comprend pas l'imagination, il essaie de la détruire. Aujourd'hui, cela continue. On guérit les gens en réduisant leur récit. On leur dit, regarde la réalité en face, grandis, arrête de rêver. Et parfois, oui, c'est nécessaire. Mais parfois, ce n'est qu'une brutalité déguisée en soin. La question adulte, ici, est délicate, de quelle part d'imagination ai-je besoin pour vivre sans devenir cynique? Et de quelle part de réalité ai-je besoin pour ne pas devenir destructeur? Don Quichotte met en scène cette ligne fine. Dulcinée du Toboso est un autre point central, souvent mal compris. Dulcinée n'est pas un personnage. Elle est une fonction psychique. Quichotte a besoin d'une dame parce que le code chevaleresque l'exige, mais aussi parce que l'être humain a besoin d'un point de transcendance, quelque chose qui tire vers le haut, qui purifie, qui justifie. Dulcinée est la forme quichotesque d'un absolu. Bloom nous le rappellerait, le personnage invente un absolu pour soutenir son identité. Dulcinée, en ce sens, est moins une femme qu'un miroir du désir de Quichotte d'être digne. Il aime pour exister comme chevalier. Il aime pour s'obliger à être meilleur. L'amour, ici, est discipline et délire. Et aujourd'hui, la traduction est directe, combien de personnes inventent une Dulcinée, une image idéale, pour soutenir une vie qui, sans cela, semblerait insignifiante. Cela peut être une personne, une cause, une carrière, une idée du succès, une version idéale de soi. La vie contemporaine est pleine de Dulcinée, des images qui nous tirent et, en même temps, nous condamnent, parce qu'on ne les atteint jamais. C'est tragique, et profondément humain. Il n'existe pas de vie sans aucune idéalisation. Le problème commence lorsque l'idéalisation devient aveuglement. Cervantes nous montre cet aveuglement, et son prix. Je ne vais pas raconter le livre chapitre par chapitre, sinon cela devient un inventaire. Je préfère choisir quelques épisodes qui fonctionnent comme des scènes de formation de la conscience. Les moulins à vent sont l'emblème, et ce n'est pas un hasard.
C'est la scène où le monde dit « Je suis machine » et l'homme répond « Je suis mythe ». Quichotte ne supporte pas que le monde ne soit qu'une machine. Il lui faut des ennemis, une bataille, du drame. Et nous aussi, à un certain niveau, nous en avons besoin. La vie ordinaire, sans ennemis, sans épreuves, peut devenir insupportable. Voilà pourquoi tant de gens inventent des batailles. Voilà pourquoi tant de gens vivent dans une guerre morale permanente. C'est plus confortable d'avoir des géants que d'accepter que la vie est répétition. Et le lien avec notre présent est direct, bien des conflits contemporains sont aussi des moulins lus comme des géants. Non pas parce que les questions ne sont pas sérieuses, mais parce que l'imagination humaine a faim d'épopée. Elle a besoin de se sentir protagoniste. Et quand l'épopée manque, on transforme le moindre désaccord en guerre finale. Cervantes le savait déjà. L'auberge prise pour un château est un autre noyau. Quichotte a besoin que la réalité soit élevée pour se sentir à sa place. C'est presque touchant, il ne se sent pas chez lui dans le réel bas. Il lui faut un monde plus haut. Et le roman montre un paradoxe, le monde ne s'élève pas, alors lui s'élève seul. Il s'élève par interprétation. Il en paie le prix. Mais il préserve aussi quelque chose, il préserve une forme de dignité. Les galériens, ces prisonniers que Quichotte libère, forment une scène morale centrale. Au nom de la justice, il libère des criminels condamnés. Cela paraît beau. Et le résultat est violent, il l'attaque et s'enfuit. Cervantes nous oblige à regarder une vérité amère, la bonne intention ne garantit pas un bon résultat. C'est cela, la maturité. L'adulte apprend que la compassion peut être naïve, et que la justice sans prudence peut virer au désastre. Mais l'adulte apprend aussi autre chose, sans une certaine forme de risque moral, la vie se réduit à l'autoprotection. Quichotte risque. Et c'est pour cela qu'il compte. Marcella, la bergère qui défend sa liberté contre des hommes qui l'accusent de ne pas les aimer, est l'un des passages les plus surprenants du livre. Ici, Cervantes ouvre un espace de lucidité morale, Marcella refuse la logique de la possession. Elle dit, au fond, que la beauté n'oblige pas à aimer, que personne n'est coupable de ne pas répondre. C'est moderne. Et c'est d'une actualité saisissante, la confusion entre désir et droit reste une source de violence. Marcella apparaît comme une voie d'autonomie dans un monde de récits masculins. Et, chose curieuse, Quichotte reconnaît cette voie. Lui qui vit dans le délire est parfois plus juste que les sensés. L'histoire de Cardenio et Dorothea, et d'autres histoires enchâssées, montre que le roman n'est pas seulement Quichotte et Sancho. C'est un univers de passion, de tromperie, d'humiliation, de réparation. Et c'est important, parce que Cervantes dit ceci, le monde réel est déjà plein de romans. Il n'a pas besoin de géants. Les gens ordinaires vivent déjà des drames profonds. Quichotte veut du roman dans un monde qui saigne déjà du roman, mais sans esthétique. C'est une leçon d'adulte, la vie est tragique même quand elle n'en a pas l'air. La douleur est là, simplement sans musique. Sancho commence comme un pragmatique. Il veut manger, dormir, gagner. Il est l'homme du sol. Mais, au fil du livre, il est traversé par le discours quichotesque. Il apprend des proverbes, il apprend l'imagination, il apprend même une fidélité qui dépasse l'intérêt. Et c'est très beau, la fréquentation forme. Aujourd'hui, à une époque de relations utilitaires, Sancho nous rappelle que l'humain se transforme par une présence prolongée. Pas par un discours. Par un chemin. Sancho ne devient pas idéaliste parce qu'il a lu une théorie. Il le devient parce qu'il a marché aux côtés d'un homme qui s'obstine à voir de la grandeur. Et cette obstination est contagieuse. Même quand Sancho ironise, il reste. Il revient. Il accompagne. Il choisit le délire comme un destin partagé. L'adulte reconnaît ce type de lien, l'amitié où l'on n'approuve pas tout, mais où l'on demeure. L'amitié où l'on sait que l'autre se trompe, mais où l'on ne l'abandonne pas à sa propre ruine. Une éthique discrète. Sans moralisme. Sans pancarte. Il y a un risque constant avec Don Quichotte, en faire un livre drôle. Oui, c'est drôle. Mais le rire, ici, est complexe. Souvent, le rire est une manière de supporter une tristesse de fond, la tristesse de voir un idéalisme anachronique se faire écraser. Luis Felipe Pondé,
s'il apparaît ici comme une ombre, apparaîtrait pour soutenir une lecture tragique et ambivalente. Le monde ne récompense pas forcément le bien, la beauté ne garantit pas le sens, la lucidité ne sauve pas, la morale ne protège pas, et l'imagination, même lorsqu'elle est une force, peut être blessée. Le roman nous place face à cela, sans cynisme et sans consolation. Et Camus, de son côté, résonne comme un écho. Don Quichotte est un homme qui lutte contre l'absurde à sa manière. Il crée du sens pour ne pas succomber au vide. Il est ridicule et, en même temps, il incarne une forme de révolte. Mais Camus nous apprendrait aussi à nous méfier du délire comme solution. La révolte doit rester lucide pour ne pas devenir destruction. Et Cervantes met en scène cette tension. Quichotte se révolte, mais sans assez de lucidité, et c'est pour cela qu'il reçoit des coups. Malgré tout, sa révolte est humaine. Et, bien souvent, nous préférons une vie sûre au prix de devenir moins humain. Je veux maintenant parler directement de la vie réelle, sans transformer le livre en leçon. D'abord, Don Quichotte révèle que tout adulte vit une forme de dissociation entre ce qui est et ce qui devrait être. La différence, c'est que certains acceptent et deviennent cyniques, d'autres insistent et deviennent ridicules, d'autres négocient et deviennent ambigus. Le roman demande, quel ridicule choisissez-vous? Le ridicule de l'idéalisme qui échoue, ou le ridicule du réalisme qui n'essaie jamais? Ensuite, il révèle que l'imagination n'est pas un luxe, c'est un mécanisme de survie. La vie contemporaine, avec sa routine, sa répétition, sa pression d'efficacité, tend à écraser l'imagination. Et quand l'imagination est écrasée, l'humain rétrécit. Il ne devient pas forcément mauvais. Il devient petit. Il devient quelqu'un qui fonctionne, mais qui ne vibre plus. Don Quichotte est un avertissement contre cette mort par fonctionnalité. Puis il révèle les limites de l'interprétation. Interpréter le monde peut élever la vie, mais peut aussi nier la réalité. Et nier la réalité a un coût. C'est vrai aujourd'hui, idéologie, bulle, récit fermé, tout cela est une forme contemporaine de quixotisme. Des gens voient des géants là où il y a des moulins, et des moulins là où il y a de vrais géants. Cervantes nous apprend à nous méfier de la certitude interprétative absolue. Le monde résiste davantage que nos histoires. Il révèle aussi que le lien humain peut former plus qu'aucune théorie. L'amitié entre Quichotte et Sancho est l'une des choses les plus sérieuses du roman. Ils sont différents, ils se disputent, ils se contredisent, mais ils marchent ensemble. Et marcher ensemble transforme les deux. Aujourd'hui, à une époque où le désaccord devient rupture immédiate, ce duo rappelle que la coexistence supporte la tension. Et que supporter la tension, c'est la maturité. Il révèle encore la douleur du vieillissement moral. Don Quichotte est un homme âgé qui tente de rester jeune d'esprit. Et c'est émouvant, non parce qu'il veut être jeune, mais parce qu'il veut que la vie ait encore une possibilité. La vie adulte a tendance à se refermer. Et quand elle se referme, on appelle cela maturité. Le roman demande, maturité ou résignation. Et enfin, il révèle que la dignité peut exister même dans l'échec. Quichotte échoue dans presque tout. Mais il y a une dignité dans son obstination. Ce n'est pas une motivation bon marché. C'est une reconnaissance tragique, parfois, la valeur d'une vie n'est pas dans la victoire, mais dans le fait de ne pas s'être entièrement rendu à l'abaissement de l'esprit. Et le lien avec notre présent est direct. Aujourd'hui, nous sommes pressés par les résultats, les métriques, la performance. Même la morale devient performance. Don Quichotte nous déplace, il ne joue pas un rôle pour être accepté, il vit pour être cohérent avec un idéal intérieur, même si cet idéal est anachronique. L'adulte comprend à quel point il est rare de vivre ainsi, sans calcul. Je reviens donc à la question du début, à quel moment de la vie commence-t-on à préférer avoir raison plutôt que d'être vivant? Peut-être que Don Quichotte est le portrait de quelqu'un qui choisit d'être vivant, au sens le plus dangereux, vivant comme intensité de sens, vivant comme tentative, vivant comme risque. Et le monde, lui, choisit d'avoir raison, certain qu'il est fou, certain que la réalité suffit, certain que les idéaux sont des enfantillages. Et le roman nous place au milieu, sans nous offrir une sortie confortable. Car si nous condamnons Don Quichotte complètement, nous condamnons aussi ce qui, en nous, veut encore de la grandeur. Et si nous le célébrons sans critique, nous risquons de romantiser l'aveuglement. Cervantes ne nous autorise à aucun des deux extrêmes.
Il nous impose une longue fréquentation de l'ambiguïté. Et c'est peut-être là la grande formation de conscience que ce roman propose, apprendre à vivre sans synthèse facile. Apprendre à reconnaître que l'imagination est nécessaire et dangereuse. Que le réalisme est nécessaire et dangereux. Que le rire sauve et humilie. Que la lucidité peut se dessécher. Que l'illusion peut devenir violence. Au bout du compte, la question n'est pas « Don Quichotte avait-il raison ?» La question est « Que faites-vous de votre besoin de sens ? L'avez-vous réprimé ? L'avez-vous transformé en cynisme ? L'avez-vous vendu contre la sécurité ? Ou le gardez-vous vivant, même avec prudence, pour ne pas devenir quelqu'un qui ne fait que s'exécuter ? Je ne veux pas conclure davantage. Parce que Don Quichotte ne se termine pas comme une réponse. Il se termine comme une sorte d'écho. L'écho d'un homme qui a tenté, et qui, en tentant, a montré ce que nous perdons lorsque nous cessons de tenter. Dans la prochaine vidéo, on peut poursuivre sur cette ligne du roman moderne et de la formation de la conscience, comment la littérature crée des personnages qui nous lisent de l'intérieur, et comment cela revient à notre vie concrète, à nos petits choix, à notre manière d'aimer, et à notre manière de renoncer. Si ce texte vous a accompagné, ne serait-ce qu'à un endroit silencieux, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide à maintenir cette série vivante, et nous permet de continuer, livre après livre, à relire, parce que le livre n'a pas changé, mais nous, oui.